États généraux de l'enseignement supérieur au Burkina, la rencontre est annoncée pour la mi-juin. C'est une des réponses du Conseil des ministres à la situation actuelle du département en charge de la question. Pour une rencontre diagnostique, elle devrait réunir tous les acteurs clés en vue de propositions pertinentes. Le Parlement burkinabé sera bientôt constitué de 2 chambres. Ainsi en ont décidé les députés qui ont adopté hier 2 projets de loi, respectivement sur la loi organique portant organisation et fonctionnement du Parlement et la loi portant modification du code électoral. Ambiance des moments forts de cette adoption dans ce journal. Et puis, agriculture et sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique. Le sujet est débattu sur une tribune internationale. Cette fois-ci, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO qui convie à la réflexion. Objectif, renforcer les capacités d'adaptation des populations. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Mercredi, donc, jour traditionnellement consacré au Conseil des ministres dont nous vous faisons l'écho. Parmi les nombreux rapports et communications orales, il faut compter le dossier révision de la grille indemnitaire des agents de la fonction publique. Dans le département en charge des enseignements secondaires et supérieurs, la question de la récente grève des enseignements aura retenu les attentions. À retenir pour ce dossier qu'il est prévu pour la mi-juin, les États généraux de l'enseignement supérieur au Burkina. Le point avec Jacques Lamissa Tarpaga. La grille indemnitaire de la fonction publique sera révisée d'ici le 30 juin prochain. Le processus est entamé avec des consultations des centrales syndicales. Le ministre Vincent Zakane en a parlé au Conseil des ministres de ce jour. C'est pour que l'ensemble des organisations syndicales puissent être associées à ce processus qu'on a organisé cette première rencontre pour informer les syndicats sur le processus, sur les bases de travail du gouvernement et solliciter leur accompagnement, notamment en termes de propositions, d'observations, de manière à ce que la grille adoptée au mois de juin soit une grille consensuelle. Dans le souci de satisfaire les revendications des travailleurs, le protocole d'accord avec les syndicats de l'enseignement secondaire a fait l'objet d'un compte rendu et le ministre en charge de la fonction publique a reçu des instructions. Le Conseil a pris bonne note des résultats, a encouragé à œuvrer en vue de la mise en œuvre des conclusions de cette rencontre qui tendent à ce que le protocole soit entièrement mis en œuvre de manière à ce qu'il y ait le calme dans le monde scolaire et que les activités scolaires puissent se dérouler normalement. De l'enseignement, il en a été largement question à ce Conseil des ministres. À l'université, l'on prépare les états généraux de l'enseignement supérieur. Toutes les parties prenantes seront réunies autour d'une table les 13, 14 et 15 juin prochains. Les états généraux, c'est l'occasion pour permettre à tous les acteurs représentés au niveau, donc, que ce soit les élèves, les étudiants plutôt, que ce soit les enseignants, que ce soit les syndicats, que ce soit les associations d'étudiants, que ce soit la société civile, la communauté religieuse, tous ces cadres-là sont conviés, effectivement, en tout cas par délégation, à venir se pencher sur le devenir de l'enseignement supérieur parce qu'on observe ces derniers temps, en tout cas, qu'il y a des crises un peu partout. Il faut dire que ce type de crise, ce n'est pas le Burkina Faso seulement. Alors, nous avons proposé la création de 6 commissions. Le système LMD, licence master doctorat, les infrastructures, la formation et les recrutements des enseignants sont les principaux sujets qui seront débattus. Sur le volet énergie et agriculture, un rapport relatif à l'extension géographique de la mine d'or de Mana a été examiné. Dans le secteur de l'énergie, le ministre Salif Lamoussa Kaboré a fait cas au Conseil de la tenue en novembre prochain de la conférence internationale sur le biocarburant. Dans le département en charge de l'agriculture, il est plutôt question de la prochaine campagne agricole 2013-2014. Le point est toujours signé de Jacques Lamissa Tarpaga. Depuis mars 2011, l'entreprise Semafo détient un permis d'exploitation minière à Mana dans la boucle de Mouhoun. Aujourd'hui, la mine d'or veut faire une extension géographique. Les textes font obligation, lorsqu'au cours de la vie de la mine, il y a une extension, que le dossier fasse l'objet d'un décret additif. Cette extension porte sur 9,6 km² et va donc permettre d'augmenter les réserves d'environ 4 tonnes. Et puis dans le domaine de l'énergie, le Burkina Faso abrite en novembre prochain la 4e édition de la conférence internationale sur le biocarburant en Afrique. Le ministre des Mines et de l'Énergie en a fait un compte rendu au Conseil des ministres. Au Burkina Faso, il y a beaucoup de paysans qui sont lancés dans la production du jatropha. Il est donc temps que nous fassions le bilan pour savoir où on va. Est-ce qu'il y a une opportunité de faire des affaires? Est-ce que les entreprises industrielles peuvent utiliser
l'huile de jatropha, nous allons faire appel à des experts pour venir donc nous entretenir sur ce sujet-là avec des partenaires techniques et financiers qui peuvent accompagner le secteur privé dans le développement donc de la culture du jatropha dans notre pays. Et parlant justement de culture agricole, la saison des pluies s'installe petit à petit dans certaines régions. Au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, l'heure est aux préparatifs pour le lancement de la campagne agricole 2013-2014. À l'heure actuelle, nous sommes en train de mettre sur le terrain, au niveau des différentes provinces, les différentes unités de traction animale, c'est-à-dire les charrues, les charrettes, les animaux de trait. Et à l'heure actuelle, il y a environ 26 000 qui sont déjà positionnés au niveau des provinces. Parallèlement à cela, il y a également la mise en place des intrants. À l'heure actuelle, il y a un peu plus de 7 000 tonnes d'engrais qui sont positionnés également au niveau des provinces. Et il s'ensuit également une mise à disposition d'engrais. Et il est attendu d'ici le 15 juin environ 13 000 tonnes d'engrais positionnés au niveau de l'ensemble des provinces. Donc, l'ensemble de ces équipements et matériels et intrants s'inscrivent dans les opérations qui sont entreprises par le gouvernement en soutien aux producteurs. Le deuxième acte des préparatifs de lancement, de démarrage de la campagne agricole, c'est le lancement officiel de la campagne agricole. Ce lancement aura lieu dans un village du centre-sud, notamment à Kourouga. Et le thème qui marque le lancement de cette campagne, c'est le développement des aménagements hydro-agricoles et le développement des technologies innovantes d'irrigation. Des cérémonies de remise du matériel agricole sont prévues dans les différentes régions du Burkina Faso. Voilà, et puis 2015, c'est le délai pour l'entrée en jeu de la TNT, la télévision numérique terrestre. Le Burkina est engagé dans la course sur la mise en place du cadre juridique à l'expression de la nouveauté. Le ministre en charge de la communication a présenté au Conseil des ministres un rapport portant décret de création et d'approbation des statuts de la société de télédiffusion. Le point est de Jacques Lamissa Tarpaga. Il est question de transition numérique et de la création de la télévision numérique et terrestre au Burkina et d'ici l'échéance juin 2015. Et il s'agit d'un engagement au plan international dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications. Et le Burkina Faso, comme l'ensemble des pays du monde, doit travailler à faire en sorte que, au niveau national, tout son dispositif télévisuel puisse être numérisé d'ici cette échéance. Et la stratégie a été bâtie autour d'un comité de pilotage présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il y a actuellement les discussions autour d'un projet de loi à l'Assemblée nationale, mais il y a un acteur majeur clé qui est la société burkinabé de télédiffusion, qui sera l'opérateur justement de diffusion et un acteur essentiel dans la nouvelle configuration télévisuelle dans notre pays. Et le gouvernement a été saisi justement des réflexions autour de la création et de cet opérateur de diffusion. Et parce que dans la nouvelle configuration, il y aura les éditeurs de services, c'est-à-dire les télévisions actuelles telles que vous les connaissez, mais il va y avoir un éditeur et un diffuseur qui va travailler à diffuser les images que les télévisions vont produire. Voilà, ce sont donc quelques points saillants du Conseil des ministres dont nous allons vous proposer l'intégralité tout à l'heure à l'issue principalement de ce journal en attendant la suite de votre édition. Bientôt, une réglementation pour la radiodiffusion sonore et télévision numérique de terre au Burkina. Vous le suiviez tout à l'heure avec le ministre en charge de la communication. Les ministres donc devraient examiner le projet de loi relatif en début de semaine prochaine. En attendant, les membres de la Commission des affaires générales institutionnels et des droits humains ont échangé hier avec le ministre en charge de la communication sur les enjeux du texte de loi qui vise une réorganisation des activités du secteur de l'audiovisuel. Le compte-rendu est signé de Anna Lucie Kéré qui a suivi la séance de travail en commission. Pour défendre le dossier relatif au projet de loi portant réglementation de la radiodiffusion sonore et télévision numérique de terre au Burkina Faso, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était entouré de ses proches collaborateurs et des représentants de l'ARCEP.
l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ces derniers ont travaillé en étroite collaboration avec les responsables du département en charge de la communication pour l'élaboration du projet de loi qui consacre une réorganisation des activités du secteur de l'audiovisuel à l'heure du numérique et une séparation des activités d'édition et de diffusion. Il y a la qualité de l'image et il y a qu'avec une seule fréquence, on pourra faire passer 10 opérateurs et il y a beaucoup d'autres avantages. Donc je crois que plus vite nous y serons, mieux ça ira pour tout le monde. Les députés de la Côte, la Commission du développement économique et de l'environnement, saisie pour avis, et ceux de la KJDH, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains ont, pendant 2 heures d'horloge environ, échangé avec le porte-parole du gouvernement sur les enjeux du projet de loi. Les anciennes télévisions, comme on les appelle, les anciens récepteurs de télévision seront mis naturellement au magasin. Et les antennes actuellement que nous avons seront remplacées. Et si bien que il y a quand même, ça nécessite quand même quelques dépenses. Et il va falloir prendre le bâton de pèlerin pour expliquer à la population ce qui se passe. Répondant aux questions des élus nationaux, le ministre Alain-Edouard Traoré, tout en évoquant les mesures d'accompagnement, dira qu'il n'y a pas d'inquiétude quant au respect de l'échéance pour le passage de l'analogie à la télévision numérique de terre d'ici à décembre 2015. C'est vrai que ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de compétences, mais je pense que nous avons travaillé à réunir l'ensemble des conditions et nous pourrons réussir, je vous le garantis. Le système numérique, poursuivra le ministre, permet d'avoir des résultats concrets. Il est extrêmement important et pour les députés de nous accompagner à réussir cette transition et pour développer ce secteur et qui aujourd'hui joue un rôle énorme et dans l'implication des citoyens au développement et à la démocratie dans notre pays. Les députés prévoient une autre rencontre de travail avec le ministre de la Communication. D'ores et déjà, leurs amendements et suggestions vont enrichir le projet de loi portant réglementation de la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique de terre au Burkina Faso, qui sera soumis à la sanction de la représentation nationale le mardi 28 mai prochain. Je vous l'annonçais en titre, le Parlement burkinabé sera bientôt constitué de 2 chambres. Ainsi en ont décidé les députés qui ont adopté hier 2 projets de loi respectivement relatifs à la loi organique portant organisation et fonctionnement du Parlement et la loi portant modification du code électoral. Entre tractations, arguments et contre-arguments, nous vous proposons de revenir sur l'ambiance qui a prévalu hier à l'Assemblée nationale. Anatole Nakoulma et Sylvain Vebamba. C'est à 81 voix pour, 0 abstention et 46 voix contre que les 2 textes ayant trait à la mise en place du futur Sénat ont été adoptés. Parmi les défenseurs de ce projet de loi, le groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, qui a ainsi justifié son vote positif. Le groupe parlementaire, après ces explications, va voter pour le projet de loi portant organisation et fonctionnement du Parlement. En effet, cette loi va améliorer le processus de production législative, de même que l'approfondissement de notre jeune démocratie. Cette loi respecte les engagements solennels pris par le président du Faso devant la nation entière en tant que premier magistrat du Burkina Faso. Une position également partagée par son allié de la Convention des forces républicaines, CFR. Si toutes les parties n'ont pas pu s'entendre sur un minimum consensuel, nous, membres de la Convention des forces républicaines, estimons que le respect de la Constitution est un impératif opposable à tous et de ce fait, voterons oui. Dans le camp de ceux qui ont voté contre, le groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement UPC, qui, ayant vu sa requête d'un vote à bulletin secret se heurter à une disposition du règlement de l'Assemblée, a momentanément quitté la salle avant d'y revenir voter contre. Le Sénat souffre d'une double infirmité. Dans sa composition, cette institution manque de légitimité. Les députés du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement ont été élus dans le but de renforcer la démocratie et l'état de droit. Prenant en compte ces considérations, toutes ces considérations, le groupe UPC rejette le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement du Parlement.
Ce groupe a été suivi dans ce geste par les députés du groupe Alternance, Démocratie et Justice. Le Sénat, tel qu'il est présenté, est fortement caractérisé par son manque de légitimité et de légalité constitutionnelle, son coût exorbitant et son exclusion de la jeunesse qui représente pourtant 75 à 80% de la population. En conséquence, le groupe ADG rejette le présent projet de loi et décide de voter contre. Le groupe parlementaire ADF-RDA, pour n'avoir pas lui été satisfait dans la prise en compte des amendements qu'il a apportés au texte, a également voté contre. Vous comprendrez que l'ADF-RDA, parti de dialogue et de paix, ne puisse pas apporter sa caution à la mise en œuvre sans concertation préalable au sein de la majorité d'un Sénat pléthorique, inéquitable, budgétivore et qui, à l'arrivée, sera monocolore. Il s'est agi, à travers le vote de cette loi organique, de consacrer la mise en œuvre des dispositions de la Constitution sur le Sénat et de préciser les modalités d'élection, de désignation ou de nomination des sénateurs. Nous aurons désormais un Sénat composé de 89 membres. Les 89 sénateurs seront répartis à raison de 39 pour les régions. Nous aurons les différentes catégories socio-professionnelles, les autorités coutumières et religieuses. Il reste évidemment qu'un quota sera nommé directement à la discrétion du président du FASO, qui dispose d'un quota de 29 sénateurs. Quant au projet de loi portant modification du code électoral, la modification qui ne concerne que 2 articles du code vient répondre à une préoccupation relative à l'élection des sénateurs pour représenter les collectivités territoriales. Voilà donc pour les moments forts qui ont accompagné cet instant important de la vie de l'Assemblée nationale et partant de la nation entière. De la presse, sa voix compte désormais dans l'hémicycle. Notre consoeur Benjamin Douamba a tiré de fort belle manière son épingle du jeu des dernières législatives. Rappelons-le, c'est sous la bannière CDP, le parti majoritaire, qu'elle a été élue. À présent, la députée dit merci pour la victoire. Direction la commune de Signoguin dans l'arrondissement 3 de Ouaga où s'est tenue la fête. Ramatou Zida et Sié Sylvestre Da. La population de l'arrondissement 3 de Ouagadougou n'a pas marchandé sa présence à l'appel de ce 12 mai 2013. Loin d'être un meeting de campagne électorale, cette rencontre est le lieu pour l'un des 4 députés élus de la province du Katiogo de témoigner sa reconnaissance aux militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. La députée Benjamin Douamba, convaincue du rôle important qu'a joué la population de Signoguin aux élections couplées législatives et municipales du 2 décembre dernier, vient remercier les électeurs pour la confiance placée en elle. Autorités politiques, religieuses et coutumières se sont jointes au reste de la population pour manifester leur joie d'accueillir la nouvelle élue. Et Benjamin Douamba de réaffirmer son adhésion à la cause de la population. Elle s'engage à être le porte-voix de cet arrondissement. Aux différentes prestations d'artistes qui ont marqué les festivités, se sont succédés des moments de liesse jalonnés de pas de danse. Voilà, un événement à marquer donc. Et puis, on assiste à l'arrivée de la première vague du 21e escadron de gendarmerie en mission de maintien en Guinée-Bissau. Les 70 gendarmes de ce premier convoi sont arrivés hier à Ouagadougou. Ils ont été accueillis par le chef d'état-major de la gendarmerie. Rappelons que cet escadron aura passé 1 an en Guinée-Bissau. Sié Sylvestre Da. À bord de cet avion qui s'est posé sur le tarmac de la base aérienne 511 de Ouagadougou ce mardi 21 mai, aux environs de 16h30, 70 gendarmes formant la première vague du 21e escadron de gendarmerie de retour au Burkina après une année passée en Guinée-Bissau dans le cadre de la mission CEDEAO de soutien à la paix. Ils sont accueillis par la hiérarchie militaire avec à sa tête le chef d'état-major de la gendarmerie. Un honneur à ces soldats pour avoir représenté dignement le Burkina à l'extérieur en participant au retour de la paix dans un pays ami. La mission consistait essentiellement à relever les troupes angolaises qui étaient en Guinée-Bissau, ensuite à assurer la sécurité des personnalités des institutions de transition. Et la 3e phase de la mission qui vient de commencer, c'est la réforme du secteur de sécurité et de défense, dont l'escadron qui nous a relevé va s'atteler à ça. Le 21e escadron de soutien à la paix, 30 hommes.
tous seront de retour d'ici le jeudi 23 mai avec l'arrivée de la deuxième et dernière vague. Au sein du contingent, au-delà de la joie de retrouver les bercailles qui se lisaient sur les visages, on est tous animés par les sentiments du devoir accompli. C'était pas facile, mais le militaire, c'est celui-là qui s'adapte. Voilà, quand on partait, on ne pensait pas aller trouver quelque chose de bien fait, sinon on n'allait pas partir. Réellement, ce n'était pas facile, mais comme on a été formé pour ça, je pense qu'on a fait en tout cas ce qu'on devait faire. Même quand on va aider les autres, c'est toujours bien de revenir au pays. Et je pense que notre retour ici, on va voir nos familles, nos amis. C'est un sentiment de fierté d'avoir représenté le Burkina Faso et d'avoir participé à l'accomplissement de la mission qui nous a été confiée. Cette mission m'a permis d'acquérir de l'expérience que je mettrai sans doute au profit de l'armée. Les soldats seront conduits au camp de gendarmerie de Paspanga où ils suivront le plan de démobilisation. Un plan qui prévoit des formalités administratives et une visite médicale. Après quoi, ils pourront regagner leurs familles respectives. Agriculture et sécurité alimentaire pour les pays d'Afrique, c'est presque une question de vie ou de mort quand on sait que le secteur porte près de 80% des populations du continent. Toutes les tribunes d'expression sur le sujet sont explorées à l'image de la Journée nationale du paysan qui vient d'en discuter. Des pays africains situés en zone semi-aride planchent sur la question à Ouagadougou. Plus précisément, il s'agit d'un renforcement de capacités pour mieux faire face à la situation. Étienne Bassenga. Fin de formation pour ces jeunes chercheurs venus de 14 pays des zones semi-arides de l'Afrique. Durant 10 jours, Tunisiens, Camerounais, Soudanais, Ghanéens, Burkinabés, pour ne citer que ceux-là, ont écouté attentivement les exposés sur l'impact des changements climatiques sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Une rencontre qui les a également permis d'échanger leurs expériences en la matière. Avant d'arriver ici, je savais qu'il y avait changement climatique, mais je ne savais pas quel conseil au fait apporter aux agriculteurs concernant ces changements climatiques. Mais à présent et après cette formation, je peux néanmoins dire quelque chose par rapport à ça, surtout aux agriculteurs de mon pays. L'initiative est de l'UA Safgrad qui vise à travers cette formation le renforcement du panafricanisme. Nous organisons ces sessions de formation depuis 4 ans pour les jeunes chercheurs africains. Parce que pour nous, l'occasion pour eux d'être ensemble, d'échanger les idées, de se frotter entre jeunes des différents pays africains renforce le panafricanisme qui est la philosophie de l'Union africaine. C'est tout naturellement une initiative qui réjouit Nissa Konaté, ministre de la Recherche scientifique, qui a souhaité que ce genre d'action se multiplie. Cette formation des jeunes chercheurs pour leur donner en fait les capacités d'intégrer cette question des changements climatiques dans leur programme de recherche présente un intérêt important pour notre pays. Créée en 1977, l'UA Safgrad est une institution spécialisée de l'Union africaine. C'est elle en Afrique qui est chargée de la recherche et du développement agricole en zone semi-aride. Agriculture et sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique toujours. Cette fois, le sujet est débattu sur une tribune internationale. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui convie à la réflexion. Objectif, convenir d'un outil pour évaluer les capacités d'adaptation et de résistance des populations au changement climatique. Adama Koulibaly. Le changement climatique est de nos jours l'une des principales préoccupations à l'échelle de la planète tout entière. Face aux conséquences désastreuses de ce phénomène telles que les inondations ou les sécheresses, les populations ont développé des moyens d'adaptation et de résistance connus sous le nom de résilience. C'est la capacité des populations à résister aux impacts des crises, des chocs et à leur capacité de retrouver leurs moyens de vie et pouvoir, disons, assurer leur sécurité alimentaire en général. Organisé à Ouagadougou en visioconférence avec le siège de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture depuis Rome, cet atelier international vise à définir un outil d'évaluation de la résilience des populations au changement climatique FARS. Le FARS qui sera utilisé comme système d'auto-évaluation de la résilience des populations rurales au changement climatique dans la mise en œuvre des projets du Fonds mondial pour l'environnement dans 11 pays, dont le Burkina Faso.
Notre idée, c'est de permettre aux petits agriculteurs et éleveurs d'avoir un outil pour s'auto-évaluer. Ça veut dire un outil simple d'utiliser qui permet de leur donner la capacité d'établir quelles sont les méthodes agronomiques au pastorat qui marchent mieux pour être résistantes ou résilientes au changement climatique. Il est attendu de cet atelier des propositions qui pourront servir dans l'élaboration des politiques nationales sur l'adaptation au changement climatique au regard de l'objectif 2 de la FAO, accroître et améliorer la fourniture de biens et services de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche de façon durable. Les hommes des médias, eux, sont à l'école du traitement de l'actualité financière et économique. Au-delà du jargon, le domaine recèle ces subtilités que seuls les avertis peuvent traduire pour le grand public. L'initiative est de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. La session procède de la volonté des responsables de la banque de mieux communiquer. Arthur Ouedraogo, Drissa Seri. Les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont mis ensemble pour créer la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dans l'objectif de gérer en commun leur monnaie. À ce titre, elle est chargée de coordonner et mettre en œuvre une politique monétaire et financière commune à l'Union. Les autorités de la Banque centrale jugent aujourd'hui nécessaire de renforcer l'information économique, monétaire et financière des professionnels des médias de la zone UEMOA. D'où cette session de formation organisée au siège de l'institution à Dakar. Cette initiative revêt une importance particulière pour la Banque centrale parce que la Banque centrale accorde à la qualité de l'information une grande importance. Vous conviendrez avec moi que cet objectif ne saurait être atteint qu'à la condition que les professionnels des médias qui constituent le trait d'union entre la Banque centrale et les populations de l'Union disposent des meilleurs outils leur permettant de maîtriser les concepts qui sous-tendent leurs articles ou leurs reportages. Il est évident que pour être pertinent et crédible dans les réponses aux attentes du grand public, dans les domaines qui relèvent de l'action de la Banque centrale, les professionnels des médias ont besoin de bien plus que de leur talent. Pour faire savoir, il leur faut toujours allier savoir-faire et connaissance précise du domaine auquel ils s'attaquent. À l'occasion, le personnel de la Banque centrale s'est mobilisé pour présenter des thèmes portant aussi bien sur l'organisation et les missions de la Banque centrale que sur les relations avec les autres organes de l'UEMOA. L'enjeu est d'accompagner l'effort des hommes des médias dans l'information du public. Reportage depuis Dakar au Sénégal de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Drissa Séré. Donc, objectif communication aussi du côté du ministère de l'économie et des finances. Le département met le volet budget de l'État gestion 2013 sous les feux de la rampe. À Gawa, une délégation du ministère est allée rencontrer les acteurs du développement du Sud-Ouest. Les échanges ont porté sur le processus d'élaboration du budget. Draman Dadia. Campagne d'information et de communication sur le budget de l'État. Face aux acteurs de développement du Sud-Ouest, le directeur général du budget présente les grandes lignes du budget gestion 2013, les innovations en matière de mobilisation des ressources, l'exécution des dépenses et les prévisions budgétaires des régions. Les indicateurs seraient en nette progression comparativement à 2012. Les recettes sont en forte croissance. De plus de 20%, il y en a même que les dépenses. Donc nous avons dépassé en termes de prévision la barre nous sommes à 1400 milliards de recettes pour environ 1600 milliards de dépenses. Bien sûr, il y a un déficit qui est un besoin de financement qui s'établit, mais à la date d'aujourd'hui, je peux vous rassurer que le besoin est largement couvert. Motif de satisfaction certes, mais les préoccupations restent tout de même nombreuses. Pour 2013, les prévisions d'appui financier aux collectivités territoriales font état de plus de 2,107 milliards de francs CFA pour le compte de la région du Sud-Ouest. Au regard des préoccupations des uns et des autres, c'est sûr que nous attendons encore plus, comme toutes les autres régions bien sûr. Alors nous tenons compte aussi
des limites objectives de l'État. Depuis maintenant 5 ans, le ministère de l'économie et des finances se donne à cet exercice d'information sur le budget de l'État. Les priorités cette année s'articulent autour du renforcement des piliers de croissance, la consolidation des acquis sociaux, la gouvernance et la lutte contre la corruption, mais aussi le renforcement de la défense du territoire et de la sécurité intérieure. Jamais sans les femmes. Le réseau des caisses populaires du Burkina confirme son choix dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. Depuis près de 20 ans, le réseau accompagne les initiatives féminines par le programme Crédit Épargne avec Éducation. Engagement réaffirmé à l'occasion du lancement de la 8e édition de la Semaine nationale du réseau des caisses populaires. Le point de Nathalie Kaori. Le programme Crédit Épargne avec Éducation, connu sous le nom de Caisse villageoise, a permis d'octroyer des crédits à plus de 100 000 femmes burkinabais. 20 ans après la mise en place de ce programme, le réseau des caisses populaires du Burkina renouvelle son engagement solidaire au profit des femmes. Il faut se dire que cette édition est spéciale par rapport aux 7 premières. Nous tous, nous savons que ce programme est adressé exclusivement aux femmes du milieu rural pour les accompagner à améliorer leurs conditions de vie à travers le financement des activités génératrices de revenus. Pour le ministère en charge de la promotion de la femme, le réseau des caisses populaires du Burkina est un partenaire clé dont les actions convergent avec l'une des missions du ministère qui est de booster l'entrepreneuriat féminin. Les femmes devront travailler à mériter la confiance de leurs pourvoyeurs de microcrédit. L'entrepreneuriat féminin est un thème d'actualité et la preuve en est que le 8 mars a été placé sous ce même thème. Ça se fait bien sûr avec l'engagement également des femmes parce que nous parlons de crédit. Et qui parle de crédit parle de remboursement. Et les bénéficiaires du crédit, du microcrédit doivent prendre toutes les dispositions pour pouvoir travailler de manière à rentabiliser le crédit et à le rembourser. Tous les intervenants à cette cérémonie ont reconnu qu'à travers son programme Crédit, Épargne et Éducation, on peut dire qu'avec la Caisse populaire, une autre vie est possible pour la femme burkinabé. Promotion de la femme par l'autonomisation économique toujours. Cette fois, c'est l'ONG SOS Sahel en collaboration avec l'Union européenne qui en fait son combat à l'appel de l'Union des productrices des produits du Carité des Hauts-Bassins. Les deux partenaires ont répondu présent. Les femmes de l'Union devraient bénéficier d'appui financier pour mener à mieux leurs activités. Siriki Milogo, Christine Koulibaly. L'ONG SOS Sahel Burkina a répondu au cri de cœur de l'Union des groupements de productrices de produits de Carité, UGPPK des Hauts-Bassins et des Cascades. En collaboration avec l'Union européenne et SOS Sahel International France, ce sont plus de 700 millions de francs CFA qui viennent d'être octroyés à l'UGPPK. Ce projet de financement entre en droite ligne de la politique gouvernementale, à savoir l'autonomisation économique des femmes, et permettra une meilleure valorisation du Carité par la transformation des amendes avant leur commercialisation. L'initiative est en phase avec les priorités du gouvernement en faveur de la femme qui vise l'autonomisation économique de ces femmes. Donc nous ne pouvons que saluer et encourager le promoteur et l'ONG SOS à poursuivre dans cette initiative pour que beaucoup de femmes en bénéficient, afin de lutter sensiblement contre la pauvreté. Et ce projet vise donc à accroître la capacité, le savoir-faire des femmes pour que le beurre qui va sortir ici à Bobo et à Banfora soit de la meilleure qualité possible pour conquérir les marchés en Europe et aux États-Unis. D'où la satisfaction des bénéficiaires qui rassurent leurs partenaires financiers quant à la bonne exécution du projet. Je suis vraiment contente de l'appui de SOS Sahel International et avec l'Union européenne. Vraiment, les femmes vraiment leur disent merci. Merci pour l'accompagnement surtout. Et nous ferons notre mieux pour travailler et enfin du projet pour que les femmes puissent bénéficier du fruit récolté. Pour durer 3 ans, ce projet touchera plus de 7400 femmes des Cascades et des Hauts-Bassins et sa mise en œuvre nécessitera l'accompagnement et la contribution des autorités locales.
Et puis on boucle le dossier promotion de la femme avec des échos de la lutte contre l'excision. Tolérance zéro à la pratique, le mot d'ordre est lancé, restent les moyens pour y arriver. Le ministère de l'Action sociale mise sur la jeunesse comme fer de lance pour stopper la pratique. Pour cette sortie, c'est les jeunes de la province du Ganzourgou qui ont été visés, Oumou Cissé et Sié Sylvestre Da. Par cette remise symbolique des objets utilisés dans la pratique de l'excision aux autorités, les populations de la province du Ganzourgou renoncent à l'excision. Cette pratique fait chaque année de nombreuses victimes. L'enquête démographique et de santé menée sur la question en 2010 révèle au niveau du plateau central un taux de prévalence moyen de 88% dans la tranche d'âge des femmes de 15 à 49 ans et un taux de 9% dans la tranche d'âge de 0 à 14 ans. C'est une des provinces où le taux de prévalence est effectivement élevé. Mais on constate que ce taux est en diminution, surtout pour les jeunes générations, notamment les enfants de 0 à 14 ans. On voit que le taux baisse régulièrement. Et ça, c'est le fruit des efforts. La journée a été commémorée cette année sous le thème « La jeunesse, un atout majeur et un partenariat dynamique et sûr pour l'atteinte de la tolérance zéro à l'excision ». Le Burkina Faso s'inscrit dans la dynamique de la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies d'impliquer la jeunesse dans la lutte contre ce fléau. C'est d'inviter les jeunes à s'engager résolument dans la lutte contre la pratique de l'excision. Parce que vous savez que c'est une pratique qui est encore très répandue au niveau du Burkina Faso. Nous souhaitons que les jeunes qui sont dynamiques, qui ont la force, qui ont l'énergie, puissent s'engager pour que d'ici quelques années, on ne parle plus de l'excision au niveau du Burkina Faso. Au Burkina Faso, beaucoup d'actions ont été menées depuis l'institution de la journée en 2000. Ce sont entre autres la formation des agents de santé en technique de réparation des séquelles causées par l'excision, la prise en charge des femmes mutilées et l'intégration des modules MGF dans les écoles primaires et secondaires. Autre point de l'actualité, on parle d'enseignement. Il y a de nouveaux partenaires en faveur de l'éducation de base. Les sociétés Essakan, IAM Gold et Sodigaz soutiennent les initiatives des ONG et associations actives dans le domaine. Le partenariat vise le renforcement en infrastructures scolaires, sans oublier le volet alimentation décente pour les tout-petits. Les responsables du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base, en abrégé CCEB, ont rencontré la presse pour en parler. Moussaki et Claudine Bikaba. Ce sont des responsables du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base, CCEB, des représentants de Essakan, IAM Gold et Sodigaz, qui expliquent aux journalistes le contenu du nouveau partenariat. Un partenariat qui consiste pour ces deux entreprises privées à la construction des écoles primaires, mais aussi à la dotation des établissements scolaires de bouteilles de gaz pour la préparation des cantines. Cette implication du privé dans le secteur éducatif est bien accueillie par les responsables du CCEB. Comme je disais tout à l'heure, le fait que le privé s'implique activement dans les problèmes d'éducation, je pense que c'est un grand pas pour le système éducatif burkinabé et surtout pour le développement du pays. Ce projet de partenariat vise à améliorer les conditions d'accès et de vie dans les établissements scolaires du Burkina et les deux entreprises entendent appuyer les efforts de l'État dans sa politique en matière d'éducation nationale. Nous avons construit 15 cantines scolaires. Alors, nous avons pensé pertinent, lorsque le CCEB nous a présenté donc, le projet d'alimentation des cantines en gaz par Sodigaz, de pouvoir ensemble donc, faire une action qui va donc dans le sens, je vais dire, de l'amélioration des conditions de vie des enfants. Le point de presse a été une occasion pour ces responsables du CCEB d'interpeller les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants qui abandonnent les classes au profit des sites miniers. Ces projets de partenariat concernent 5 régions. Il s'agit des régions de l'Est, du centre-Est, des hauts bassins, du Sahel et du Nord. On en sait un peu plus sur les ambitions du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme pour 2013. Le département vient de tenir le premier conseil d'administration de l'année. La planification urbaine, moyen de coordination des objectifs sectoriels de l'État pour un développement urbain durable, c'est le thème de la rencontre. Le point est signé de Ramatou Zida et Nyarkiteda. Le secteur de l'habitat et de l'urbanisme au Burkina Faso
connaît depuis 2 ans un nouvel élan dans sa dynamique de développement des villes. Il s'agit d'un schéma directeur élaboré dans la perspective du projet d'aménagement et d'urbanisation des chefs-lieux de région. À ce premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2013, les acteurs du département mettront l'accent sur les moyens d'atteindre ces objectifs sectoriels de développement urbain durable. Les missions assignées pour 2013 dans ce sens sont énormes et la rencontre permettra de faire de l'état des lieux des différents projets en vue d'atteindre un niveau d'exécution efficient au terme de l'année. Nous avions donc choisi de nous pencher sur la planification urbaine. Vous savez que depuis l'année dernière, nous avions engagé la réalisation des schémas directeurs des capitales régionales. Et c'est un document qui est très important au niveau des orientations pour la planification. Et le processus de finalisation du document doit se traduire par l'adoption en conseil du décret portant approbation du schéma. En deuxième étape, nous allons faire le point sur l'état d'exécution des activités du ministère à la date donc au premier trimestre et puis nous projeter pour voir comment nous allions donc atteindre un objectif au-delà de nos attentes. On parlera également donc du plan de formation des agents à travers une présentation du directeur des ressources humaines. Au-delà de ces grandes priorités, l'état d'exécution des projets de logements sociaux, notamment celui du site de Bassenko, ainsi que la réalisation de lotissement de 10 chefs-lieux de communes rurales seront également à l'ordre du jour de ce CASEM. Le département de l'habitat et de l'urbanisme entend aussi se pencher sur la question des logements locatifs au Burkina Faso. Un document est en cours d'élaboration à cet effet et permettra de définir des critères de fixation des prix de ces logements. Des critères qui prendront en compte les contextes et les conditions de vie au Burkina Faso. Voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes et bonsoir.